fait 15 mois que l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a marqué les esprits. Et maintenant, une étape majeure a été franchie. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur le dimanche 19 janvier. Israël et le Hamas concluent un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Les premiers otages détenus par le Hamas ont été libérés et sont rentrés chez eux. Un moment de grande joie pour beaucoup. Cependant, certaines images ont semé l'inquiétude en Israël. Dès le premier jour du cessez-le-feu, de nombreux militants du Hamas sont sortis des tunnels armés, circulant dans leur pick-up, montrant que le groupe conserve peut-être un contrôle effectif sur Gaza malgré 15 mois de frappes constantes. Hamas sort des tunnels de Gaza, prouvant qu'il n'a jamais perdu le contrôle. Ces scènes compliquent la situation pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou, déjà sous pression, et suscitent l'incompréhension parmi de nombreux Israéliens. On se souvient tous des images horrifiantes de l'attaque d'octobre, mais aussi des destructions massives infligées à Gaza depuis. Les négociations ont été ardues, mais cet accord est particulièrement significatif parce qu'il a obtenu le soutien de deux administrations états-uniennes simultanément, celle de Joe Biden et celle de Donald Trump. La volonté affichée de Trump d'avoir une issue à ce conflit avant son arrivée à la Maison-Blanche pourrait expliquer la conclusion d'un accord aussi rapidement. Trump a dit à Netanyahou qu'il veut que la guerre de Gaza se termine avant son arrivée au pouvoir. Cet accord ressemble beaucoup à celui que Biden avait proposé en mai 2024, même s'il y a quelques différences mineures. Maintenant, la question c'est: que contient précisément cet accord? Peut-il vraiment mettre un terme à la guerre? L'accord repose sur une structure progressive en 3 phases. Les 2 premières d'une durée de 42 jours chacune et une 3e sans limite de temps définie. Toutefois, de nombreux doutes subsistent quant à la capacité de l'accord à atteindre même la 2e phase. La première phase, la plus réaliste, s'articule autour de 3 points principaux: l'échange d'otages et de prisonniers, le retrait des troupes israéliennes vers une zone démilitarisée et l'entrée d'une aide humanitaire. Le Hamas doit libérer les femmes, les enfants et les personnes âgées de plus de 50 ans. En contrepartie, Israël libérera 30 prisonniers palestiniens par otage ou jusqu'à 50 contre une soldate. Israël espère récupérer les 98 otages toujours détenus par le Hamas, même si 36 d'entre eux sont présumés morts. En échange, plus de 3000 prisonniers palestiniens pourraient être libérés. Ceci dit, la réussite de cet accord semble davantage dépendre du retrait progressif des forces israéliennes que de la libération des otages. Dans cette première phase, l'armée israélienne doit se retirer à la frontière, où une zone tampon d'1 kilomètre de large sera créée. Israël conservera toutefois le contrôle sur les entrées et sorties de Gaza, y compris l'aide humanitaire, ce qui signifie que son emprise militaire sur le territoire reste intacte à ce stade. Netanyahou a accepté la demande du Hamas d'abandonner le corridor de Netzarim, situé dans le tiers nord de la bande de Gaza. C'est une concession importante puisque Israël tenait à conserver ce corridor à tout prix pour empêcher le retour des terroristes et de leurs armes dans le nord de Gaza. Ceci dit, Netanyahou a fini par céder sur ce point. Grâce à cet accord, près de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de Gaza devraient pouvoir retourner à la ville de Gaza, qui se trouve dans le nord et qui est aujourd'hui pratiquement en ruine. Ces populations recevront également beaucoup plus d'aide humanitaire dans cette première phase, une aide absolument indispensable. Ça semble être une bonne nouvelle. Le corridor de Netzarim avait une grande importance stratégique pour isoler le nord et permettre des incursions rapides dans la bande de Gaza si nécessaire. Mais Israël semble avoir compris que le maintien de ce corridor représentait aussi une immense source de problèmes. Quoi qu'il en soit, cette question est désormais réglée. Si Israël a accepté cet arrangement, c'est son choix. Ce qui compte, c'est que la fin de la guerre soit bénéfique pour tout le monde. Cependant, qu'en est-il des 2 autres phases prévues? Et c'est là que les choses se compliquent. La 2e phase prévoit l'échange de tous les otages encore détenus, principalement des hommes, contre le retrait définitif des forces israéliennes de Gaza. Enfin, lors de la 3e phase, les corps des otages et prisonniers morts seraient échangés contre ceux des terroristes morts détenus par Israël. Les frontières de la bande de Gaza seraient alors partiellement ouvertes et un plan de reconstruction totale de Gaza serait lancé. Cependant, les 2 dernières phases ne garantissent pas un cessez-le-feu. La cessation des hostilités pour 42 jours ne concerne que la première phase. Les conditions pour avancer dans le processus devront être négociées à partir du 16e jour de cette première phase, ce qui pourrait provoquer de nouveaux blocages. Malgré tout, il est important de souligner qu'un accord existe, même si des différends de dernière minute pourraient tout faire capoter. Mais
pourquoi cet accord arrive-t-il précisément maintenant? En fait, en mai 2024, une tentative similaire avait échoué alors que le Hamas était déjà affaibli. Aujourd'hui, la situation est encore pire pour eux. Les brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, sont quasiment détruites, ayant perdu environ 17 000 combattants. Le Hamas sait qu'Israël a l'avantage et que la situation ne fera qu'empirer pour eux si le conflit continue. En plus, Israël a occupé le sud de la bande de Gaza, coupant tout accès aux approvisionnements militaires en provenance d'Égypte. Cette situation a isolé le groupe terroriste, rendant toute nouvelle aide ou renfort impossible. Je pense que la pression pousse le Hamas à dire oui, et je pense qu'Israël a également atteint une grande partie de ses objectifs militaires à Gaza, ce qui les met en position de pouvoir dire oui. Jake Sullivan, ex-conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Pendant ce temps, l'Iran, le grand architecte du réseau de milices et de groupes terroristes appelé le Cercle de Feu, traverse une phase extrêmement fragile. Comme on l'a déjà expliqué précédemment dans d'autres vidéos, Téhéran a perdu une grande partie des capacités du Hezbollah libanais à exercer une pression depuis la frontière nord. Et pour couronner le tout, le régime d'Al-Assad a chuté, ce qui a probablement été un élément déterminant. La chute de l'ancien régime syrien a été un coup terrible pour l'Iran, non seulement parce que la Syrie était un allié clé, mais surtout parce qu'elle constituait le corridor logistique permettant de ravitailler le Hezbollah en armes et en munitions. En plus, Israël a occupé des zones en Syrie autour des hauteurs du Golan, y compris le mont Hermon. Cet emplacement servait auparavant à bloquer les radars israéliens, ce qui laissait Damas et l'Iran relativement protégés. Désormais, Israël est beaucoup mieux positionné pour contrôler cet ancien corridor qui servait à transférer des armes depuis l'Iran via la Syrie jusqu'au Liban. Ça permet aussi à Israël d'anticiper plus efficacement toute attaque que Téhéran pourrait lancer, brisant ainsi la connexion entre les forces iraniennes et les milices libanaises et palestiniennes. Mais ce n'est pas tout. Comme tu le sais, Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. Une excellente nouvelle pour Netanyahou. La nouvelle administration Trump est composée de profils fortement pro-israéliens. On peut donc s'attendre à ce que son retour accélère encore davantage le soutien diplomatique et militaire à Jérusalem au détriment du Hamas. Avec toutes ces cartes sur la table, il semble évident que le groupe palestinien avait perdu la partie. Refuser l'accord aurait été insensé. Rappelle-toi qu'en 15 mois de guerre, le Hamas n'a pratiquement obtenu le soutien de personne. Cette fois-ci, aucun acteur influent n'a réellement fait pression sur Israël pour qu'il stoppe ses opérations. Israël arrive à ce moment crucial avec un avantage tactique et militaire énorme. Sa position est plus forte que jamais, tandis que ses ennemis s'affaiblissent de jour en jour. Cependant, comme on l'a déjà mentionné, ça ne signifie pas que cet accord, même s'il est pleinement mis en œuvre, est garanti de tenir dans la durée. La vérité, c'est qu'il y a bien plus de facteurs susceptibles de tout faire échouer que de garantir le succès des 3 phases proposées. Et c'est précisément ce dont on va parler dans la suite. Plus d'incertitude que de certitude. Comme on te l'a déjà expliqué, l'accord entre Israël et le Hamas se heurte à de nombreux obstacles. Un des plus grands risques d'échec réside dans les négociations nécessaires pour passer à la deuxième phase, appelée calme durable. Et cela pour plusieurs raisons. La première, le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza. Pendant la première phase du plan, les Israéliens conserveront le contrôle effectif de la bande de Gaza. Actuellement, Israël contrôle presque totalement le nord de la bande de Gaza, ainsi que le passage entre le nord et le sud via le corridor de Netzarim et toute la frontière avec l'Égypte à travers ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, qui inclut le passage de Rafah. Comme mentionné précédemment, cette première phase entraînera la fin du corridor de Netzarim. Ce corridor sécuritaire, situé dans la partie centrale de la bande de Gaza, est rempli de points de contrôle de l'armée israélienne pour empêcher les terroristes d'accéder au nord du territoire. Avec l'entrée en vigueur de cet accord, cette mesure prendra fin. Cependant, même si Israël se retire des zones intermédiaires à l'intérieur de Gaza, il continuera de contrôler toute la zone de contact avec l'Égypte et ses propres frontières. De plus, ses forces resteront prêtes à intervenir rapidement si nécessaire. Ça signifie qu'Israël pourra continuer de surveiller toute l'aide humanitaire et les mouvements de biens entrant et sortant de Gaza, un scénario qui reste globalement favorable aux intérêts de Jérusalem. À partir de la deuxième phase du plan, cependant, les choses changeraient radicalement. Pourquoi? Parce qu'il est prévu un retrait total des troupes israéliennes de Gaza, revenant ainsi à la situation antérieure au 7 octobre 2023. Ce scénario pose un énorme dilemme. Israël a maintes fois répété qu'un retrait total ne serait envisageable que lorsque les capacités militaires et politiques du Hamas seraient complètement détruites. Il a également affirmé qu'il ne permettra en aucun cas que le Hamas se réarme et que son objectif est de garantir que ce groupe ne puisse plus jamais
gouverner ce territoire. Naturellement, pour atteindre cet objectif, Jérusalem devrait négocier une solution avec le Hamas, probablement sous une forme de mise en place d'un gouvernement alternatif pour la bande de Gaza. Et c'est précisément ici que se pose le deuxième grand obstacle qui rend cet accord aussi bancal. Selon les exigences d'Israël au cours de ces 15 derniers mois de guerre, l'objectif principal est d'empêcher le Hamas de reprendre le contrôle de Gaza après la guerre. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le conflit a duré si longtemps. Je ne vais pas accepter de mettre fin à la guerre avant que nous ayons éliminé le Hamas. Nous ne les laisserons pas au pouvoir à Gaza, à 45 km de Tel Aviv. Ça n'arrivera pas. Benyamin Netanyahou. Ces déclarations de Netanyahou sont très récentes. Elles datent de la fin décembre dernier, soit il y a moins d'un mois. Pour que cet objectif soit réalisable, il faudrait que le Hamas renonce complètement à ses aspirations politiques. Bien sûr, une autre option pourrait consister à trouver un compromis où le Hamas pourrait participer à un nouveau gouvernement sans en avoir le contrôle total. Mais pour Israël, même cette éventualité est actuellement totalement non négociable. Le problème, c'est que selon les termes de l'accord, si cette deuxième phase n'est pas atteinte, le Hamas ne libérera pas les otages restants. Il continuerait donc à en détenir des dizaines. Probablement la clé de tout ce qui va se passer à Gaza, tant qu'il y aura des otages dans cette enclave. Les pressions sur le gouvernement Netanyahou en Israël resteront très fortes. Les familles des otages continueront de se mobiliser, l'opposition disposera d'un argument de poids contre Netanyahou, et ses partenaires ultra-orthodoxes radicaux utiliseront presque certainement cette situation pour justifier leur ligne dure et rallier des sympathisants. Ils diront des trucs comme « Tu vois, on avait raison, il n'aurait jamais fallu conclure d'accord avec ces gens, on doit y retourner pour sauver nos compatriotes. » Tout cela pourrait conduire à une impasse, une situation qui risquerait de mettre fin au cessez-le-feu, avec les Israéliens tentant de libérer les otages restants par la force. Par ailleurs, cet accord avec le Hamas pourrait même marquer la fin du gouvernement Netanyahou, un effondrement total de la coalition avec les partis sionistes religieux qui maintiennent actuellement le Premier ministre au pouvoir. Et c'est une hypothèse plausible, et fait bien attention parce que ce sera sans aucun doute l'un des points cruciaux des semaines à venir. Regarde attentivement les propos d'Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale qui a démissionné et qui est un allié clé de Netanyahou. L'accord qui se profile est terrible. C'est pourquoi j'appelle mon ami, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, à se joindre à moi et à informer le Premier ministre clairement et fermement que si cet accord passe, nous quitterons ensemble le gouvernement. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale d'Israël. Finalement, Ben-Gvir a tenu sa promesse et a quitté la coalition gouvernementale avec son parti Otzma Yehudit, le pouvoir juif. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, est une autre figure clé incertaine. Lui aussi défend l'idée que la guerre à Gaza devrait se poursuivre, mais il n'a pas été aussi explicite que Ben-Gvir à propos de cet accord sur les otages. Smotrich affirme que la guerre à Gaza doit continuer, mais ne dit pas s'il compte tenter de bloquer l'accord sur les otages. Mais devine quoi, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Et ça concerne aussi Benyamin Netanyahou. En septembre 2024, il a élargi la coalition gouvernementale en intégrant Gideon Sa'ar du parti Nouvel Espoir en tant que ministre des Affaires étrangères. Ça lui a donné plus de marge de manœuvre pour faire passer ce plan sans dépendre du soutien des partis d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, respectivement Otzma Yehudit et le parti sioniste religieux. Autrement dit, même si ces deux dirigeants retirent leur soutien au Premier ministre, Netanyahou a de grandes chances de conserver suffisamment de sièges à la Knesset, le Parlement, pour rester au pouvoir. Mais attends, c'est pas fini, Bibi ne s'arrête pas là. Est-ce que tu sais ce qu'il essaie aussi de faire? Il tente de convaincre Smotrich de rester dans le gouvernement en brisant ainsi l'unité des sionistes religieux. Alors même si le ministre des Finances est farouchement opposé à cet accord, qu'il perçoit comme une capitulation face au Hamas, il y a une chose qui pourrait compter davantage pour lui, les colonies juives en Cisjordanie. En effet, Netanyahou serait en train de séduire le parti sioniste religieux en leur offrant plus de pouvoir sur la gestion des colonies et même une plus grande liberté pour en créer de nouvelles dans la région. Bien sûr, ce n'est probablement pas la décision la plus responsable à prendre, mais s'il y a bien une chose que Netanyahou, le chef israélien le plus durable de l'histoire, a prouvé, c'est que c'est un véritable survivant sur l'arène politique. Pour Smotrich, qui tire principalement son soutien de ses colonies, c'est une offre difficile à refuser. Quoi qu'il en soit, on n'a pas encore fini. Une question majeure reste en suspens, peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que le Hamas respectera les termes de l'accord ?
morceau le plus compliqué de cet accord, c'est que les deux parties doivent respecter ce qui a été convenu sans que tout explose sous le poids d'accusations mutuelles de non-respect systématique. Et attention parce que cet accord lui-même a été conçu dans une atmosphère tendue. Israël a accusé le Hamas de tenter de retirer plusieurs points convenus à la dernière minute, ce qui a poussé Netanyahou à retarder la ratification pour cette raison. On parle donc d'un accord dont il faudra attendre de voir l'évolution, mais qui est déjà bancal dès le départ. Et tu sais quoi? Une rupture de l'accord ne serait pas une surprise. Israël comme le Hamas ont un long historique de trêves et d'accords qui finissent par voler en éclats. Ça s'est déjà produit en 2014, en 2018 et en 2021. C'est précisément pour cette raison qu'il est difficile d'être particulièrement optimiste quant aux réelles chances de réussite de ce plan, surtout lorsqu'il s'agira de négocier la phase 2, qui signifierait revenir à la situation d'avant le 7 octobre. Et la vérité, c'est qu'il n'est pas certain qu'Israël soit prêt pour ça. Ceci dit, les amis, tout n'incite pas au pessimisme. Cette fois-ci, le cessez-le-feu est clairement une bonne nouvelle pour toutes les parties. Et en plus, pour une fois, il y a un élément qui change réellement la donne. Trump a averti à plusieurs reprises qu'il y aurait un enfer à payer si les otages ne sont pas libérés d'ici au 20 janvier. Trump, maintenant qu'il est à nouveau président des États-Unis, ne veut même pas entendre parler de guerre, de missiles ou de tout ce qui pourrait se passer en Israël. Il a même menacé les Palestiniens de conséquences infernales si cet accord échoue, si les otages ne sont pas libérés et si la guerre continue. Chez Diplo, on espère bien sûr que ce cessez-le-feu aboutira, surtout qu'il tiendra dans la durée, même si, comme tu peux le constater, ça va pas être simple. La première phase du plan a de grandes chances d'être un succès, mais les étapes suivantes restent beaucoup plus incertaines. Naturellement, on suivra tout ça de près et on te tiendra informé dès qu'il y aura du nouveau. Mais en attendant, on veut ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cet accord? Dis-nous ce que t'en penses dans l'espace commentaire. C'est tout pour nous aujourd'hui, on espère que tu as appris des trucs avec cette vidéo. Compte sur nous pour te tenir informé de toute évolution de ce dossier d'actu. Pour suivre l'actualité géopolitique avec notre team, abonne-toi, partage et like. On est aussi joignable via Instagram et si tu veux nous filer un coup de main, il y a une cagnotte en ligne avec le lien dans la description. Allez, à très vite, à ciao, bonsoir.